Voilà, donc bonjour à tous. Je vous propose de démarrer avec donc notre webinaire multi-cloud. Merci à tous d'être avec nous ce matin pour échanger sur cette nouvelle offre qu'on a lancée chez Corail fin d'année dernière. Euh, donc mon nom c'est Gilles Clossé, je suis responsable de l'agence parisienne pour Corail et également responsable métier multi-cloud, qui est donc l'ensemble des gens impliqués sur les différentes technologies qu'on va voir ce matin. Alors, le sous-titre de ce webinaire peut être également un peu plus long. Comment optimiser vos architectures avec la meilleure combinaison publique-privée pour votre activité? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre pendant la séance. Donc, la séance dure 30 minutes. À la fin de ces 30 minutes, on aura une session de questions-réponses pour ceux qui auront du coup des questions à poser par rapport à ce qu'on a vu. N'hésitez pas à également les noter dans le chat que vous avez à disposition dans Skype. Le chat est ouvert, on pourra revenir sur ce que vous avez écrit en fin de séance pour répondre à vos différentes questions. Donc le programme que je vous propose, c'est déjà de se mettre d'accord sur la définition de ce qu'est un multi-cloud, de revoir ensemble des exemples d'architecture technique pour avoir des cas d'usage concrets sur lesquels illustrer cette notion-là. On va ensuite parler des points de vigilance qui sont importants à garder en vue lorsqu'on se lance dans un projet qui est multi-cloud. Quels outils on utilise chez Corail pour mettre tout ça en œuvre. Et on va terminer par quelques éléments clés de Corail et de notre approche multi-cloud en synthèse à la fin. Voilà. Donc ça nous amène donc vers 11h, 11h05 sur la fin des slides, et puis on aura ensuite 10 minutes jusqu'à 11h15 pour répondre aux questions. Alors tout d'abord, la définition, qu'est-ce que le multi-cloud? Alors, l'approche multi-cloud, elle est en fait issue d'une double constatation. La première constatation, c'est qu'on a un paysage aujourd'hui cloud et cloud au pluriel riche, dans le sens où on a aujourd'hui plusieurs fournisseurs cloud. Donc, il y en a des connus, les clouds publics. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Amazon, d'Azure, de Google Platform, d'Alibaba, etc. Qui sont donc des sociétés différentes avec des clouds qui sont autonomes les uns par rapport aux autres et qui ont été conçus dans un certain esprit et avec certains objectifs pour chacun. On a également des clouds privés tels que celui de Corail par exemple, qui a également un certain nombre de spécificités. Et vous pouvez avoir vous-même dans votre société déployer un cloud chez vous pour vos usages internes. Donc ça fait un environnement assez riche en termes de plateformes techniques. Et donc le premier constat, c'est qu'on a aujourd'hui potentiellement accès à plusieurs clouds, et chacun de ces clouds a des domaines d'excellence qui sont différents. Le deuxième constat, il est fait chez vous, chez nos clients, où on a également cette hétérogénéité qui est très importante en termes d'applications qui composent votre système d'information, avec des applications très variées, des applications métiers critiques pour votre activité, des applications qui gèrent des données très sensibles, par exemple des données clients, des données de R&D, des données de santé, par exemple, pour ceux qui sont dans la santé. On va avoir des applications web publiques, un site institutionnel, un site e-commerce, un site de partage de documentation. On va avoir des applications historiques qui sont sur des technos qui datent de 10 ans ou plus et qu'on n'arrive pas à transformer ou qui est trop coûteux de transformer. On va avoir des applications en mode SaaS qu'on voit aujourd'hui très fréquemment. Les plus ceux qu'on voit le plus souvent, ça va être Office 365, ça va être du Salesforce, ça va être du Cegid. On a également des applications de BI avec des data warehouse et ce genre de choses. Voilà. La liste peut être assez longue, je vais m'arrêter là, mais on a donc un environnement chez nos clients qui est également très varié et hétérogène. Et donc par rapport à ça,
on a aussi des objectifs pour chacune des applications qui sont différentes. Une fois qu'on a fait cette double constatation, la question d'après, c'est quelle plateforme est la meilleure pour moi, pour mon activité? Pour répondre à cette question, il faut se poser d'autres questions au préalable. Une première série de questions plutôt techniques. Quel est mon besoin particulier d'un point de vue technique? Est-ce que j'ai une application plutôt convergée, un peu traditionnelle, monolithique, ou est-ce que j'ai une application qui est plutôt distribuée ou en microservices, ce qu'on voit maintenant de plus en plus ces dernières années? Est-ce que j'ai des technos plutôt traditionnels ou est-ce que je commence à toucher du doigt ou à utiliser même complètement des technos un peu plus récentes et un peu plus exotiques comme le big data, l'IoT, peut-être des technos propriétaires de certains éditeurs? Est-ce que j'ai des problèmes de compatibilité technique à prendre en compte en termes de prérequis pour mon architecture cible? On peut par exemple citer des choses qu'on voit encore régulièrement, des AS400. Si je veux externaliser toute ma plateforme et que j'ai un AS400 dont je ne peux pas me séparer pour X ou Y raison, comment je fais? Est-ce que j'ai de la donnée qui est plus critique que d'autres? Quel est le niveau moyen de criticité, mais surtout quelle est, donnée par donnée, la vraie criticité. Il y a certaines données qu'on va pouvoir reconstruire facilement, il y a d'autres données qu'on ne peut absolument pas perdre. Et donc par rapport à ça, quelle est ma contrainte budgétaire? Est-ce que je suis dans une réduction de coûts à tout prix ou est-ce que je me donne les moyens de sécuriser les données les plus critiques car c'est hyper important pour mon activité? À côté de ça, il y a d'autres questions plus politiques. Est-ce que j'ai une contrainte en termes de couverture géographique pour mon service? Typiquement, est-ce que mes utilisateurs sont en France ou est-ce qu'ils sont partout dans le monde ou dans une région du monde? Est-ce que j'ai, d'un point de vue contractuel, nécessité de contractualiser avec un Français ou un Européen ou peu importe? Et enfin, est-ce que j'ai des contraintes en termes d'auditabilité? Est-ce que je dois pouvoir, par exemple, ramener un auditeur dans ma salle d'hébergement pour lui montrer patte blanche? Est-ce que j'ai besoin de fournir un certain nombre de certifications ou est-ce que justement fournir une certification me permet de ne pas avoir accès à la salle d'hébergement car la preuve de la certification est suffisante? Quand on voit ces questions et qu'on voit le slide précédent, on arrive à la conclusion qu'en fait, on n'arrivera pas à avoir un consensus pour toutes les applications sur toutes ces questions. On va forcément avoir des réponses différentes au cas par cas par rapport aux différentes applications. Et donc, dit autrement, on n'aura pas une unique plateforme qui va être la plateforme idéale pour toutes les applications. On va forcément faire notre choix lorsqu'on est sur une plateforme unique par rapport à un cas d'usage ou à plusieurs cas d'usage qui se rassemblent un peu. Mais par contre, on va être dans le compromis pour les autres cas d'usage qui sont un peu différents et qui vont devoir être du coup sur la même plateforme. Donc on revient maintenant sur ces fameux plusieurs clouds qu'on a vus au début. Et donc le multi-cloud, ça va être tout d'abord de faire communiquer entre eux ces différents clouds. Donc le fait qu'une application sur le cloud A puisse communiquer sur le cloud B et sur le cloud C. On va ensuite sécuriser ces échanges. D'une part, les échanges entre les clouds eux-mêmes, mais également les échanges entre les applications et les utilisateurs, les applications et les administrateurs, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est, on va dire, assez classique. C'est ce qu'on appelle le cloud hybride, que ce soit de l'hybride public-privé ou public-public. C'est déjà des choses qu'on fait depuis un certain temps. Pour aller vers le multi-cloud, on va aller un peu plus loin. On va rajouter une première couche de pilotage et une couche de pilotage qui va être homogène pour l'ensemble des plateformes couvertes. Et donc là,
vous allez avoir un unique portail pour suivre le SLA de vos machines, de vos services sur les différentes plateformes, un unique portail de ticketing pour les incidents, pour les changements, peu importe la plateforme sous-jacente, un unique portail de provisioning, de base de données, de connaissances, d'infrastructures, etc. Au-delà de cette couche, on va rajouter un autre service centralisé qui va être les gens. Donc vraiment l'humain derrière qui va être le service desk en 24/7 pour gérer votre plateforme, les ingénieurs sécurité, les chefs de projet pour déployer vos nouveaux services, les ingénieurs de la tierce maintenance applicative pour gérer vos applications, et ainsi de suite. Et donc fournir un guichet unique, quels que soient vos besoins sur ces plateformes-là. Et donc c'est cette ensemble qu'on appelle le multi-cloud et qui est aujourd'hui l'objet de ce qu'on va voir. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on est en train de parler d'un cloud broker quand on parle de multi-cloud? La réponse est non. Aujourd'hui, on voit bien, par rapport à ce que je vous ai montré, qu'on va au-delà de simplement revendre différentes ressources cloud. Le cloud broker ne va pas avoir cette démarche d'homogénéisation et d'uniformisation du service qu'on a ici dans cette démarche multi-cloud. Voilà, on va pouvoir attaquer la deuxième partie, donc les exemples d'architecture. Pour ces exemples d'architecture, on va avoir plusieurs acteurs. Le premier, c'est vous, donc l'infrastructure de nos clients qui est située chez vous et qu'on intègre dans la démarche. Le deuxième, c'est un de nos partenaires cloud public qui est Azure, la solution de Microsoft. On va avoir également notre cloud privé Corail qui a différentes normes, donc notamment la norme données de santé et la certification ISO 27001. Et on va avoir le cloud d'Amazon, également partenaire Corail dans cette démarche. Et donc le lien de tous ces acteurs, ça va être l'humain, encore une fois, les équipes de Corail que vous connaissez et qui vont faire en sorte de délivrer le service, de construire des plateformes et d'être justement ce guichet unique, quelle que soit la plateforme retenue technique sous-jacente. Donc le premier cas qu'on va voir, c'est donc les architectures distribuées ou de microservices. Et donc pour illustrer ça, j'aime beaucoup cette image des deux approches. On va avoir sur la droite une approche plutôt monolithique, c'est l'approche traditionnelle des applicatifs, où on a ce requin qui est important, qui est puissant, mais qui est finalement très sensible à la panne, entre guillemets, s'il a son cœur qui s'arrête ou un autre organe vital. L'entièreté de la bête tombe et on est down. Si on regarde plutôt le fonctionnement à gauche du requin fait de petits poissons rouges, cette forme qui est équivalente en termes de taille, elle est composée de plusieurs unités élémentaires et qui sont autonomes finalement les uns par rapport aux autres. Et surtout, aucune de ces briques élémentaires n'est critique pour l'ensemble. Donc si on a un des petits poissons rouges qui meurt, on a quand même la forme globale qui reste et qui continue d'exister. Donc ça a deux avantages. On a du coup ce que je viens d'expliquer qui est la résilience de la plateforme. Il y a le deuxième avantage, c'est que pour grossir et devenir pas aussi gros qu'un requin mais aussi gros qu'une baleine, notre requin il est bien embêté. Les poissons rouges, on peut ramener plus d'unités de base pour avoir une forme de baleine et être beaucoup plus gros. Je vais m'arrêter là avec l'analogie aquatique, mais donc c'est vraiment cette approche-là, une application monolithique qui est basée sur des services critiques et qui ont, d'un point de vue applicatif, des difficultés à gérer la panne. Et donc, pour contrer ça, on va choisir une plateforme technique très solide sous-jacente
Sur la gauche, on a plutôt une application qui est elle-même résiliente et tolérante à la panne. Et parce qu'elle est elle-même résiliente à la panne, on peut être sur une infrastructure plus légère et éclatée. Donc ceux qui ont poussé le plus loin, qui ont été un peu précurseurs là-dessus et qui sont encore aujourd'hui reconnus pour cette démarche-là, c'est Amazon. Donc Amazon Web Services, qui a lancé son cloud en 2006 dans cet esprit-là et qui encore aujourd'hui considère que c'est la démarche optimale lorsqu'on déploie une application, lorsqu'on développe surtout une application. Lorsque vous regardez le CTO d'Amazon, ou vous l'écoutez plutôt, ou même que vous le lisez sur son blog, vous voyez qu'il considère que tout finit toujours par tomber en panne un moment ou un autre, et que donc il faut prévoir ces incidents. C'est pas la peine de se mettre des œillères en se disant que on fait tout pour que la panne n'arrive pas. Il faut plutôt prévoir une application qui va savoir gérer efficacement une défaillance d'un service interne. Et donc, pour arriver à faire ça, on s'appuie sur des services managés qui mettent à disposition, par exemple sur Amazon. Là, j'en ai mis quelques-uns en exemple. SNS est un service de notification qui peut parler avec un service de queue, qui peut également être relié à une API Gateway. On peut mettre en place de l'autoscaling pour gérer justement la création ou la destruction d'instances dynamiquement, etc. Il y en a beaucoup des services comme ça. La liste est très longue, je les ai pas tous mis, mais l'objectif c'est d'être dans ce qu'on appelle une démarche de découplage de l'application, c'est-à-dire que chacun de ces services sont autonomes et contribuent à faire une petite partie du traitement de l'information. Et c'est l'ensemble de la chaîne qui va pouvoir fournir le service global. Et en fait, ces maillons unitaires sont faciles à redonder et sont simples à manager. Alors, pour en arriver là, c'est pas forcément des projets toujours simples. D'ailleurs, on considère qu'il y a plusieurs étapes pour en arriver là. La première, c'est une migration, on va dire, un pour un, donc ce qu'on appelle le lift and shift. Ce que vous avez chez vous de façon traditionnelle, on le migre tel quel sur la plateforme cloud. Et une fois que ça fonctionne sur le cloud, on regarde comment on va plus loin. À cette étape-là, on n'est pas encore optimisé ni financièrement ni techniquement. Il y a une deuxième étape qui va consister à faire de l'optimisation, d'une part technique en utilisant de plus en plus souvent ces services managés là, et qui va aussi avoir un impact sur la copie financière. Et enfin, l'objectif ultime, le saint graal pour ceux qui prônent cette approche-là, c'est les applications conçues pour le cloud, où là, on va, dès le développement de l'application, prendre en compte le fonctionnement de la plateforme pour tirer avantage au maximum de ces services-là et donc être complètement dans le modèle distribué. Donc cette approche, elle est très puissante. C'est elle qui a permis de voir l'émergence d'acteurs mondiaux très connus, Airbnb, Netflix, Uber, etc. Ce sont tous des startups qui ont démarré très petits il y a relativement peu de temps, qui se sont appuyés sur la plateforme d'Amazon pour délivrer un service à l'échelle mondiale en un temps record. Le pendant de cette approche-là, c'est que ça demande un effort de transformation qui est important si vous avez une application existante, ou qui peut même carrément du coup demander le redéveloppement de votre application si la transformation est trop coûteuse ou complexe. Deuxième cas qu'on va voir, c'est donc un changement d'univers. On va être dans le SI et on va être sur Microsoft Azure. Le cas d'usage qu'on prend ici, c'est tout ce qui est autour de l'authentification et des annuaires Active Directory. Active Directory, c'est aujourd'hui, de façon assez indiscutable, le service d'annuaire le plus
représenté dans les SI qu'on voit, il est ultra dominant. Et donc, on va avoir des besoins pour garder l'organisation de forêt, de domaine, les fonctionnalités de l'AD sur les plateformes cibles qu'on vise. Azure va pouvoir mettre à disposition des services à travers ADFS qui permettent de faire du SSO et de fédérer donc les identités des utilisateurs. On va avoir des services également pour fédérer votre AD avec, par exemple, un service SaaS comme Office 365. Et donc, vous identifiez sur les services cloud avec vos infos locales. On va aussi avoir des services carrément clés en main. Si vous êtes dans le développement d'une application, vous pouvez vous appuyer sur, par exemple, App Service pour intégrer une couche d'authentification dans le développement de vos applis. On reste sur Azure. Autre cas d'usage, le backup ou le PRA. Donc là, c'est un exemple d'architecture qu'on a proposé à un de nos clients. Le backup et le PRA sont des sujets favoris pour nos clients comme première étape vers le cloud parce que c'est moins engageant par rapport à la production techniquement. Externaliser sa sauvegarde, c'est simple et ça n'a que très peu d'impact sur l'activité courante de production. Et ça, en plus, l'avantage d'être à distance, ce qui est un élément important dans la gestion de ces sauvegardes. Et donc Azure a des fonctionnalités hyper intéressantes pour ça. On va pouvoir externaliser du coup ces sauvegardes dans différentes régions. On a une intégration avec tout ce qui est environnement Windows très intéressante nativement. On va pouvoir mettre en place des agents de réplication de ces serveurs sur Azure et intégrer des notions d'orchestration pour avoir ce qu'on appelle un plan de reprise d'activité. C'est-à-dire que si vous avez un sinistre majeur chez vous, on va redémarrer les machines qui sont répliquées sur Azure dans un certain ordre. D'abord les machines dans un certain ordre, les services ensuite dans un certain ordre, avec des contrôles intermédiaires à chaque étape pour que justement l'application, quand elle redémarre, elle soit fonctionnelle. Ça s'intègre du coup avec des choses comme System Center, SQL Server Always On, etc., qui sont des technos Microsoft également. Donc il y a une cohérence dans cet ensemble SI Microsoft. Et on a une optimisation financière qui est très intéressante puisque en fait les machines qui sont dormantes, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas déclenché votre PRA, donc normalement, c'est ce qu'on constate, c'est la plupart du temps. Ça coûte très peu cher. Vous allez en fait que payer plus cher lorsque vous allez activer le PRA ou lorsqu'on va faire des tests pour tester le bon fonctionnement du PRA. C'est en général 1 à 2 fois par an où on va avoir un loyer un peu plus élevé, mais le reste de l'année, on va avoir un loyer très faible. Et donc, au global, l'opération est très intéressante. Et donc ça donne accès à un premier niveau de PRA à des clients qui jusque-là n'en avaient pas parce que c'était soit trop coûteux, soit trop complexe. Donc c'est vraiment un premier cas d'usage hyper intéressant qu'on voit très souvent. Le dernier exemple, c'est sur les contraintes réglementaires, et on revient du coup sur Amazon pour cet exemple-là. Par exemple, sur la donnée de santé, en France, on a une réglementation qui est spécifique à la gestion de la donnée de santé. On peut avoir des sociétés qui sont déjà chez Amazon ou ailleurs et qui ont besoin de rentrer sur le marché français et donc de manipuler de la donnée de santé de personnes françaises et qui doivent être donc en règle avec cette réglementation-là. Donc là, on peut du coup proposer des architectures où tout ce qui est relatif aux patients français et aux données de santé françaises vont être chez nous et le reste de l'application qui ne manipule pas ces données être sur Amazon. Il y a d'autres cas d'usage. On peut avoir par exemple une application qui a un besoin en termes d'auditabilité.
ou de contraintes géographiques propres. On peut avoir du coup ces applications-là chez Corail qui est du coup à même de pouvoir par exemple ouvrir les portes de son data center pour un auditeur, ce qui n'est pas possible sur les clouds publics quels qu'ils soient. Donc ça c'est un cas d'usage aussi où les deux plateformes peuvent être complémentaires sur ce sujet-là. Voilà, on a vu pas mal de cas d'usage. Je vous invite à réfléchir à votre cas chez vous, à votre contexte. Qu'est-ce qui aurait du sens chez vous par rapport à tout ça? Je vous demande pas de répondre maintenant. Simplement posez-vous la question. On pourra en discuter en fin de séance. On passe au point suivant. Donc sur la sécurisation. Les points de vigilance, donc effectivement le premier point c'est la sécurisation. La sécurité informatique c'est un enjeu et une problématique qui est vraiment importante et qui est de plus en plus d'actualité puisque d'année en année on constate une progression de tout ce qui est cyberattaque. Donc pour les données et pour les données sensibles et les activités critiques, la sécurité est vraiment un enjeu majeur. Corail a une spécialisation forte dans la sécurité depuis de nombreuses années. Le logo Corail, c'est Cloud Métier Sécurisé. Donc c'est dans notre ADN. Je ne vais pas aller dans le détail de toutes les offres de sécurité qu'on propose, mais c'est un point clé dans cette approche multi-cloud de toujours prendre à tous les niveaux, hardware, télécom, applicatif, données, l'ampleur de l'enjeu sécurité et mettre les bonnes pratiques sécurité en œuvre et les bonnes solutions en œuvre pour garantir cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui est formation. Chaque plateforme a sa propre philosophie, a ses propres services, avec leur propre nom, avec un fonctionnement propre, encore une fois. Et donc, ça demande d'être formé et de savoir quelles sont les bonnes pratiques, les bons usages pour chacune des plateformes pour être sûr d'être d'une part efficace techniquement et efficace financièrement. On peut très facilement faire un faux pas, que ce soit sur un service qui est en fait bancal d'un point de vue tolérance à la panne, qu'il soit bancal d'un point de vue sécurité avec des choses qui permettent d'accéder à de la donnée par exemple, et qui peuvent aussi être complètement pas optimisées financièrement et générer un surcoût pas maîtrisé. Donc dans cette approche-là, chez Corail, il y a eu un plan de formation très important et donc on a aujourd'hui plusieurs certifications, plusieurs labels chez Microsoft, chez Amazon Web Services qui attestent du coup du niveau technique de nos ingénieurs, de nos chefs de projet, du support et même des commerciaux qui doivent pouvoir parler et identifier les cas d'usage qui se prêtent le mieux à ces plateformes-là. Il y a un savoir-faire ensuite dans le déploiement. Là, on est sur, on va dire, du basic IT, entre guillemets, de la méthodologie ITIL, de la méthodologie Lean dans l'amélioration continue. C'est des choses qu'on fait chez Corail depuis bon nombre d'années, qui n'est pas spécifique au multi-cloud, mais qu'on applique également dans la démarche multi-cloud et qui est hyper important lorsque on déploie une plateforme pour un applicatif dont les enjeux sont importants. Il faut être carré du début à la fin et donc ça passe par le service build et par le service run sur la durée de vie de l'activité. Donc les outils qu'on utilise, ce qui est le nerf de la guerre dans cette approche multi-cloud, ça va être l'automatisation. On en parle de plus en plus, c'est le point sur lequel, quand on s'est lancé dans l'aventure, on nous a le plus mis l'accent et l'alerte, c'est automatisation, automatisation, automatisation. C'est vraiment le nerf de la guerre pour avoir quelque chose d'efficace, de robuste, de standardisé, et qui est gérable facilement, efficacement.
Donc on va utiliser tout un tas d'outils. On rentre donc du coup dans une approche d'infrastructure as a code, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des interfaces type graphique où on va cliquer sur je provisionne telle machine, je choisis tant de CPU, etc. Là on est plus dans de la rédaction de fichiers XML, JSON, où on va décrire l'infrastructure qu'on veut mettre en œuvre. Vraiment sous la forme d'un fichier texte. On va l'injecter dans l'outil et c'est l'outil qui va créer les configurations réseau, le provisionnement des machines, des stockages, l'activation des services, etc. Donc chez Corail, on utilise du Foreman, du Terraform. Donc Foreman, c'est pour la gestion de vie, le cycle de vie des VM. Terraform, c'est justement cette partie infrastructure as a code. Puppet, c'est sur la gestion des configurations. On est de plus en plus sollicité sur un accompagnement autour de Docker, qui est vraiment une technologie qui progresse beaucoup, où on a déjà des clients en parc avec un nombre très important de conteneurs en production, et donc on est à même d'accompagner sur ces sujets-là, qui sont étroitement liés au sujet de DevOps, où on a ces notions d'intégration continue, de développement continu, qui s'appuient bien souvent sur ces briques-là. Le pilotage unique, le pilotage est donc le guichet unique où on a plusieurs portails qui permettent de voir les SLA, de disponibilité de mes plateformes, de consommation de mes ressources, etc., qui est donc un point unique, quelle que soit la plateforme sous-jacente technique utilisée. Voilà. Une dernière minute pour conclure. Donc Corail fait partie du groupe PeakTime qui existe depuis 17 ans. On est aujourd'hui un peu plus que 250. On est, je crois, dans les 270 personnes aujourd'hui. On a fait plus 20% de croissance en 2016 pour 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. Côté Corail, on est 80 personnes pour 9,5 millions, basé à Lille et Paris, et on couvre à peu près 250 clients infogérés. Donc vous voyez en bas, on va dire de façon très synthétique, notre approche multi-cloud avec en bleu la couverture, on va dire, du cloud Corail Paris-Lille, et sur les deux côtés, les plateformes qu'on considère aujourd'hui comme étant vraiment complémentaires et vraiment importantes dans notre démarche d'Amazon et d'Azure pour répondre à tous les cas d'usage sur lesquels nos clients nous demandent d'intervenir. On a trois grands métiers. Le métier de la santé, avec notamment tout ce qui est l'hébergement de la donnée de santé, mais pas que. Il y a tout l'accompagnement autour de ça qui va avec. On a les applications critiques avec les applications métiers de nos clients, comment les sécuriser, garantir que ces applications-là qui sont critiques ne tombent jamais en panne. Et le métier du retail, qui est finalement notre métier historique, qui est le sujet par lequel PeakTime a vu le jour au début des années 2000 et qui reste encore aujourd'hui un pilier du groupe PeakTime. Voilà. Quelques références sur ces trois métiers-là. Il y en a de différents types, des petits, des grands, des historiques, des startups. Je vais pas tous les revoir, je vous laisse voir ces quelques logos. Normalement, la plupart d'entre eux sont parlants. Et je passe sur le dernier slide qui est du coup comment peut-on vous accompagner sur ces sujets-là. Voilà, je vous laisse du coup la parole. Je vais ouvrir les micros. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à poser vos questions. On a maintenant du temps pour y répondre. Merci à vous. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat, du coup, on va peut-être les adresser. Ah. Alors, est-ce que vous avez vu les slides ou pas?
Il y a les premiers participants, c'était peut-être au début. Alors, une question. Alors, sur les plans de reprise d'activité, ça va effectivement dépendre de quelle est l'application source. Donc, c'est un peu du cas par cas. Les plans d'activité, alors si on est par exemple sur un univers Windows, c'est un peu l'exemple que j'ai pris ici, alors, voilà, c'est hyper dur de pouvoir dire si c'est moins cher, si c'est plus cher. C'est vraiment du cas par cas. Là, je ne sais pas si la personne qui a évoqué ce sujet-là peut éventuellement donner un peu plus d'infos sur quel était le contexte. Effectivement, l'objectif de cette présentation, je pense que vous l'avez compris, c'était pas de vous dire que le cloud public était la meilleure solution dans tous les cas de figure. Il y a des cas d'usage qui on a plutôt intérêt d'aller sur une plateforme, mais il y en a d'autres qui vont plutôt favoriser d'autres plateformes, et donc ça peut être du cloud privé, ça peut être autre chose. Donc, par rapport à ça, voilà, justement, l'objet de ce webinaire, c'était de vous dire, en fonction de ce dont vous avez besoin de faire, on va piocher parmi plusieurs plateformes, celle qui est le plus pertinent pour vous. Je peux parler du contexte. Donc Nicolas Doll, ID Group. Oui. Donc quand on a étudié AWS, c'était pour faire le DRP de notre SI Legacy en entier. Donc il y avait un peu plus de 40 Tera à répliquer. Et donc voilà, juste en stockage, en mensuel, le total annuel, ça nous coûtait plus cher qu'un DRP classique. On a abandonné l'idée pour l'instant. Quand on parle de DRP, il y a du stockage effectivement, et il y a ensuite tout ce qui est orchestration, ressources virtuelles, etc. Donc là, si j'entends bien ce que vous dites que rien que le coût du stockage était rédhibitoire. C'est ça, justement, la réplication, ça a coûté environ 20% plus cher que le DRP pris dans son coût entier chez un acteur classique. D'accord. Ça peut. Et donc l'environnement était Windows, Linux, c'était de quelle nature? C'était du x86 effectivement, avec du Windows et du Linux, et on va dire et avec de la base de données aussi Oracle. Voilà. On avait c'est 70% Windows, 30% Linux. D'accord. C'est possible. Donc là, j'ai parlé effectivement d'exemples, par exemple sur de l'Azure, où sur un certain nombre de nos clients, on a vu que c'était financièrement plus intéressant. Peut-être que d'autres cas d'usage me feraient dire l'inverse. On a aussi, nous, la capacité, c'est d'ailleurs ce qu'on fait sur, on va dire, pas mal d'autres de nos clients, le paiera sur notre Cloud Corail à nous, et donc là c'est peut-être par rapport à ça c'est peut-être plutôt cette solution-là que vous avez aujourd'hui quand vous parlez d'acteurs traditionnels ou classiques. On a également la capacité de fournir un service sur notre propre plateforme qui a un fonctionnement différent, qui peut être plus adapté du coup à votre cas d'usage. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas. L'exemple que je vous ai donné sur Azure, il y avait vraiment une différence de coût significative en la faveur du cloud public, où on avait globalement divisé par 2 le prix, par rapport à ce mécanisme où au lieu de provisionner des machines et des ressources en permanence, je provisionne uniquement le stockage et j'active les ressources CPU, RAM que lorsque j'en ai besoin. Et ce fonctionnement-là, dans ce cas-là précis, était financièrement intéressant. Ouais. D'accord. Alors nous on est parti sur un acteur classique qui est SunGuard. Après effectivement on n'avait pas fait la demande à Corail à l'époque parce que dans notre cas on l'avait pas identifié comme un acteur du DRP. D'accord. C'est peut-être une erreur maintenant, mais voilà
dans la phase projet qu'on avait. Et bah, nous, effectivement, quand on avait pas regardé avec AWS, on n'a pas fait le cas d'usage avec Azure. Mais on n'avait même pas encore compté le compute que juste le stockage nous coûtait plus cher. Alors après, effectivement, on n'était peut-être pas optimisé pour aller vers le cloud, parce qu'on répliquait des serveurs entiers avec des OS Windows qui sont à peu près identiques sur toutes nos VM, mais qu'on répliquait à chaque fois de la même façon sur le cloud. Oui. Donc on répliquait pas que de la donnée utile, mais toutes nos datas. Et donc c'était peut-être pas optimisé pour aller faire un DRP dans le cloud dans ce cadre-là. Ouais, peut-être ça s'étudie, mais du coup, si vous avez encore euh, une porte ouverte sur ce sujet-là, on pourra regarder votre cas précis avec plaisir à l'occasion. Disons que voilà, pour l'instant, c'est plus d'actualité, mais j'ai noté que Corail était en capacité de nous accompagner. On verra au besoin si un jour ça se représente. C'est parfait. Moi, c'est l'objet de ces webinaires aussi, pouvoir couvrir le champ de nos compétences et donc vous en faire part. La deuxième question, c'était donc si j'ai bien compris, le multi-cloud Corail, c'est du cloud pass. Alors non, le multi-cloud Corail, en fait, c'est la mise à disposition d'outils. Donc ça, c'est les différents portails qui vous donnent de la visibilité sur différentes plateformes techniques sous-jacentes. Donc on a pris l'exemple d'Amazon, d'Azure, de Corail. Vous avez des outils qui vont agréger en fait les informations de ces trois plateformes-là. Ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est un guichet unique pour tout ce qui est chefferie de projet, gestion d'incidents, TMA, etc. Un guichet unique qui va pouvoir vous aider quelle que soit la plateforme en dessous. Donc c'est du pass oui et non, c'est pas du pass, mais par contre comme on propose de l'Amazon et de l'Azure dans cette démarche-là, il y a des services pass du coup indirectement puisque on a du service pass sur Amazon et sur Azure. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Je crois que ça veut dire non. Donc, on est arrivé à 11h15. C'était l'heure qu'on s'était donnée. Je vous remercie du coup à tous pour votre présence. Je remercie également les personnes qui visionneront cette vidéo sur notre site. Et je vous souhaite une excellente journée et on reste tous à votre disposition pour aller plus loin dans ces discussions-là.